Bonjour, chers collègues. D'abord, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, il sera question d'un sujet que tout le monde semble connaître sans réellement bien le comprendre. Dans cette vidéo, il sera effectivement question de cybersécurité. Le monde dans lequel nous vivons change à une vitesse fulgurante et le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Cependant, si la technologie évolue à une vitesse faramineuse, il en va de même pour la cybercriminalité. On ne peut plus parler de cybersécurité comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans. Les stratégies et les outils des pirates informatiques se raffinent et, même en étant dotés des meilleurs systèmes de sécurité, il devient difficile de contrer leurs attaques toujours plus efficaces. La présente formation a pour but de vous conscientiser sur les dangers de la cybercriminalité et de vous inciter à adopter de saines habitudes de cybersécurité. D'abord, commençons avec cette citation de John Chambers, ancien PDG de Cisco Systems, l'un des leaders mondiaux en réseautique, qui nous dit ceci. Il y a deux sortes de compagnies, celles qui se sont fait hacker et celles qui ne savent pas qu'elles se sont fait hacker. Chambers met ainsi en lumière deux réalités liées à la cybersécurité. Tout d'abord, l'omniprésence du danger sur les appareils informatiques. Et ensuite, le mode intrusif et furtif des logiciels malveillants, qu'on appelle aussi maliciels, sur nos ordinateurs, nos tablettes électroniques, nos téléphones intelligents, bref, tout ce que nous utilisons. Alors posons-nous la question, quels sont les éléments les plus importants en matière de sécurité de l'information? Eh bien, plusieurs facteurs interviennent dans ce processus. D'abord, c'est la mise en place d'une équipe de sécurité. Il s'agit de notre escouade virus dont on vous reparlera plus tard. Ensuite, l'installation d'un ou plusieurs antivirus. Au centre de service scolaire des Bois-Francs, ce n'est pas moins de 5 niveaux d'antivirus que nous utilisons. C'est également la présence d'un pare-feu. Le pare-feu, c'est notre mur d'enceinte. Et croyez-moi, sa résistance est mise à dure épreuve. C'est plus d'1 million de tentatives d'accès frauduleux qui arrivent de l'Internet vers notre centre de service scolaire chaque jour. La sécurité d'une organisation implique également que nos systèmes informatiques utilisent les versions les plus récentes de leurs programmes et de leurs logiciels. Quotidiennement, nous mettons à jour l'environnement Windows, les applications, les systèmes, le réseau, le Wi-Fi, etc. Les mises à jour, c'est vrai, ça peut être dérangeant. Une mise à jour du système Windows qui dure 5 ou 10 minutes ou une panne du réseau Wi-Fi qui survient en raison d'une mise à jour, ça peut être frustrant, on en est bien conscient. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que ces mises à jour sont essentielles pour corriger les brèches de sécurité et donc pour protéger tout notre environnement numérique d'éventuelles attaques. Pour poursuivre, un audit de sécurité sert à répertorier les forces et les vulnérabilités d'un système informatique. Pour y parvenir, nous engageons régulièrement des experts en cybersécurité pour mettre à l'épreuve notre sécurité. Afin de nous tenir au courant des nouveautés en matière de sécurité, nous effectuons énormément de veille et de réseautage avec plusieurs groupes spécialisés en sécurité informatique. Enfin, nous demandons à tous les employés du Centre de service scolaire des Bois-Francs de changer régulièrement leur mot de passe afin de ralentir les tentatives illégales d'entrer dans nos systèmes. Et malgré tous ces efforts, une brèche sur 5 est causée par une erreur à l'interne. 56% des brèches ne sont découvertes qu'au bout de plusieurs mois, ce qui laisse aux criminels beaucoup de temps pour causer des dommages ou récupérer de l'information. Le maillon faible de la sécurité le plus souvent exploité par le hacker, c'est l'erreur humaine. Par contre, une organisation dont les membres sont sensibilisés par la prévention et qui acquiert de bonnes habitudes de cybersécurité peut également devenir le maillon le plus fort. Poursuivons avec quelques mythes sur la cybersécurité. Premier mythe, seuls les utilisateurs peu habiles se font prendre. Rien n'est plus faux. En fait, tout le monde est susceptible de se faire prendre. Les victimes de cybercriminalité peuvent présenter des habiletés en informatique de différents niveaux. En fait, c'est même le contraire. Plus on est habile en informatique, plus on est susceptible de baisser sa garde et de se rendre vulnérable. Plusieurs programmeurs, techniciens et consultants en informatique se sont déjà fait prendre et à moins d'être un expert en cybersécurité, vos chances de tomber dans le piège sont tout aussi grandes si vous n'avez pas reçu une formation comme celle qui vous est présentée. Deuxième mythe. Personne ne va s'intéresser à mes données. Pour les pirates informatiques, je ne suis qu'un inconnu. Je n'ai rien d'intéressant. Je n'ai aucune valeur à leurs yeux.
Il existe une idée fausse selon laquelle les cyberattaques ciblent les riches, les célébrités, les personnes influentes, car ce groupe de personnes a beaucoup à offrir et par conséquent beaucoup à perdre. De nombreux utilisateurs occasionnels se sentent exclus des attaques car ils n'entrent pas dans cette catégorie. Mais les cyberattaques ne sont pas toujours ciblées. Parfois, un attaquant lance une attaque massive dans l'espoir d'accéder à quelqu'un qui présente des vulnérabilités dans l'utilisation qu'il fait de son ordinateur ou de ses appareils numériques. Dans un tel cas, la cyberattaque ne vise pas quelqu'un en particulier. Peu importe que vous soyez riche, célèbre ou influent, si vous êtes à risque, vous serez certainement une victime. Certains cherchent à utiliser votre ordinateur, votre tablette électronique ou votre téléphone intelligent en tant que ressource afin de préparer des attaques massives sur des serveurs ou des sites. Votre appareil deviendra alors une marionnette dont le pirate aura entièrement le contrôle afin d'effectuer ses délits. Enfin, il vous importe de vous poser la question: qu'est-ce que je possède qui pourrait justement intéresser un cybercriminel? La réponse, c'est l'information. L'information, qu'il s'agisse par exemple de votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre courriel, votre liste de contacts ou pire, vos identifiants et vos mots de passe, votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de compte bancaire. Toutes ces informations se vendent très cher sur le dark web, le marché noir d'Internet. Troisième mythe, le Centre de services scolaires des Bois-Francs ne présente aucun intérêt pour un pirate informatique. Vous pensez peut-être que notre organisation est trop petite pour être attaquée ou que notre secteur d'activité n'est pas intéressant pour les pirates du web qui ne font que s'introduire sur des systèmes comme le ministère du Revenu, la Défense nationale ou une institution bancaire? C'est faux. Toute organisation est susceptible de subir une attaque informatique. En fait, même, depuis quelques années, le secteur public et parapublic, dont le secteur de l'éducation, sont des cibles de choix. Nous sommes à leurs yeux des cibles faciles, beaucoup plus simples à pirater qu'une banque. Ce qui intéresse les cybercriminels, comme je le disais, ce sont vos données sensibles. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, numéro de compte bancaire, etc. Et devinez quoi? Il y a tout ça dans les bases de données du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, votre vigilance, ce n'est pas plus pour protéger votre centre de services scolaires que pour vous protéger, vous. Quatrième mythe, les appareils Apple sont à l'abri des maliciels et des attaques informatiques. Durant de nombreuses années, les produits Apple étaient réputés inviolables car il y avait peu de pirates informatiques qui s'y intéressaient. C'était dû au petit nombre des utilisateurs d'ordinateurs portant le symbole de la pomme. Apple était un petit joueur sur le marché et par corollaire, il n'y avait pas énormément d'attaques constatées sur ces appareils comparé à ceux utilisant le système d'exploitation Windows. Là est l'origine du mythe selon lequel les Mac seraient des appareils impénétrables. Or, l'ascension remarquable des produits Apple ces dernières années a attiré une nouvelle vague d'utilisateurs. Ce nombre élevé d'adeptes du Mac est une motivation suffisante pour les pirates afin qu'ils déploient plus d'efforts pour accéder frauduleusement aux appareils d'Apple et à leur contenu. Les virus sont donc de plus en plus présents et virulents sur les iPhones, iPads et MacBooks. En 2012 seulement, plus de 600 000 ordinateurs de la marque Apple ont été infectés par un programme malveillant appelé Flashback. Et ça, c'était il y a presque 10 ans. Au service des ressources informatiques, on ne vous le cachera pas, on reçoit régulièrement des alertes concernant les produits Apple. Cinquième mythe, un bon antivirus, c'est suffisant. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Un antivirus n'est vraiment efficace que contre les logiciels malveillants et les modèles d'attaque connus par celui-ci. Même les maliciels existants subissent suffisamment de modifications pour parfois tromper les logiciels antivirus. L'utilisation d'une bonne protection antivirus est une bonne pratique de sécurité, certes, mais ce n'est pas la seule mesure préventive qui devrait être utilisée pour défendre les systèmes contre les logiciels malveillants. Sixième mythe, toutes les menaces proviennent de l'extérieur. Il suffit pourtant qu'un employé du centre de services scolaires amène, un jour, sa clé USB infectée par un maliciel au boulot et la branche sur son PC pour que tous les ordinateurs soient infectés. De même, il faut garder la même méfiance vis-à-vis des disques durs externes, les cartes SD, les CD-DVD gravés que l'on se prête couramment. Certains périphériques de stockage peuvent contenir des maliciels capables d'infecter votre PC.
Ceux-ci constituent un danger potentiel non seulement pour votre ordinateur personnel, mais également pour votre ordinateur de travail ainsi que pour tout le réseau de notre centre de services scolaire. Septième mythe, mon ordinateur m'enverra toujours des signes s'il est infecté. Il est vrai qu'il est parfois possible de savoir tout de suite si votre ordinateur est infecté par un virus. L'apparition de fenêtres publicitaires, le ralentissement du navigateur et, dans des cas extrêmes, le plantage total du système sont assez révélateurs. Cependant, aujourd'hui, certains maliciels sont bien plus insidieux et difficiles à détecter. Certains passent même sous le radar avec des antivirus. Selon la souche avec laquelle votre ordinateur ou réseau est infecté, il est fort possible que la machine piratée continue de fonctionner normalement, permettant ainsi au virus de faire des ravages bien avant d'être détecté. Huitième et dernier mythe, la cybersécurité, c'est uniquement l'affaire des services informatiques. Oui, il est vrai que nous faisons de notre mieux pour protéger les ordinateurs, les serveurs et le réseau du centre de services scolaires, mais également vos données qui s'y retrouvent. Votre numéro d'assurance sociale, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, toutes ces données, mais également celles de vos collègues, méritent d'être protégées. Les bonnes habitudes de sécurité, combinées au savoir-faire de l'équipe du service des ressources informatiques, deviennent ainsi un mur de défense très efficace contre la quasi-totalité des attaques numériques. Plusieurs stratégies d'attaque des cybercriminels ont pour but de récupérer l'information sur les systèmes attaqués. Le typosquattage est une technique qui consiste à enregistrer des noms de domaine graphiquement apparentés à une adresse web authentique afin de tirer avantage des fautes de frappe faites par les internautes. Basée sur le détournement d'adresses web, elle permet aux auteurs de menaces de rediriger un utilisateur ayant fait une erreur au moment de saisir l'adresse d'un site web vers un site en apparence identique, mais sous leur contrôle. Le nouveau site web peut alors servir à installer un maliciel et à obtenir des renseignements sur l'utilisateur ou de l'information sensible. Les techniques d'hameçonnage peuvent également être utilisées pour attirer les utilisateurs vers une autre adresse web détournée. L'écoute électronique par réseau Wi-Fi est l'une des tactiques de cyberfraude parmi les plus répandues. Un cybercriminel utilise l'écoute électronique par réseau Wi-Fi pour installer ce qui semble être un point d'accès Wi-Fi légitime dans une zone publique. Lorsque les utilisateurs se connectent à ce point d'accès, ils croient être sur ce qui s'apparente à un réseau public légitime, alors que leurs données transitent, en réalité, par l'ordinateur du pirate informatique. Une telle activité permet aux hackers d'accéder aux renseignements personnels ou à l'information sensible qui entrera ou sortira des appareils électroniques avec lesquels il est connecté. Évitez également d'utiliser les réseaux publics afin de vous connecter sur des sites web ou des plateformes exposant vos données personnelles. Enfin, lorsque vous vous trouvez dans un lieu public, il est grandement conseillé de vous connecter en utilisant votre réseau cellulaire ou de vous assurer, à tout le moins, que le nom du réseau disponible soit bien celui de l'organisme ou de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Les logiciels espions, on entend également souvent le terme anglais spyware, sont des logiciels malveillants utilisés pour recueillir et transmettre les activités numériques et les données personnelles de l'utilisateur à son insu et sans sa permission. Indétectables dans l'ordinateur ou l'appareil électronique, ils peuvent être utilisés dans le cadre de plusieurs activités, notamment l'enregistrement de la saisie du clavier, l'accès au microphone et à la caméra web, la surveillance des activités de l'utilisateur et de ses habitudes de navigation et la capture des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Ces logiciels espions ciblent notamment les téléphones intelligents et les tablettes électroniques, souvent plus négligés par leurs utilisateurs que l'ordinateur d'un point de vue sécurité. Voici l'exemple typique d'attaque de cyberespionnage. Après avoir recueilli des informations sur vous, notamment en cherchant sur les réseaux sociaux, le cybercriminel vous prend pour cible en se faisant passer pour l'une de vos connaissances et tente de vous envoyer un lien cliquable par SMS ou par Messenger. Parfois, le hacker utilise même le compte ou l'appareil électronique piraté de cette connaissance à son insu. Pensant avoir affaire à cette connaissance, vous cliquez sur ce lien. Le pirate a alors plein accès à tout ce que contient votre téléphone, identifiant les mots de passe, accès aux nuages et aux courriels, aux SMS, photos et vidéos et, évidemment, un accès 24 heures sur 24 aux micros et aux caméras de votre appareil. Le perçage de mots de passe, c'est une tentative d'accéder directement au compte des utilisateurs. Deux techniques sont communément utilisées, par force brute et par dictionnaire.
L'attaque par force brute consiste à utiliser des mots de passe générés aléatoirement. On parle ici de millions de combinaisons par seconde pour tenter d'accéder au compte. L'attaque par dictionnaire, quant à elle, teste une liste de mots parmi les plus courants, allant même jusqu'à utiliser la reconnaissance intuitive de mots. Le programme essaie alors de deviner le mot de passe à partir d'informations qu'il possède sur vous. Le site security.org est un outil intéressant afin de tester l'efficacité de votre mot de passe. Voici le temps nécessaire à un ordinateur pour décrypter un mot de passe à 4 lettres, 11 microsecondes. Pour décrypter un mot de passe à 4 lettres et 2 chiffres, 54 millisecondes. D'ailleurs, il est formellement déconseillé d'utiliser des mots sans y ajouter des chiffres ou des lettres. Un décodeur de mots de passe avec dictionnaire réussira très rapidement à trouver votre combinaison. Dans cet exemple, si je remplace les lettres I par le chiffre 1, c'est déjà mieux. Un maliciel de perçage de mots de passe prendra au moins 1 heure avant de trouver le bon mot de passe. Si j'ajoute à mon précédent exemple 2 chiffres et un symbole, le maliciel prendra plus de 400 ans pour arriver au même résultat. Par contre, retenez qu'il s'agit du travail effectué par un seul ordinateur. Si le hacker exploite son maliciel sur 400 ou 4000 ordinateurs, son temps de travail sera nettement raccourci. Enfin, plutôt que d'utiliser un mot de passe, j'utilise ici une phrase de passe avec 19 lettres, dont des majuscules, 5 chiffres et un symbole. Temps pour décoder le mot de passe, on va dire très longtemps. Au Centre de services scolaires des Bois-Francs, nous vous demandons d'utiliser des mots de passe d'un minimum de 9 caractères, mais c'est l'utilisation de phrases de base qui est nettement plus efficace. C'est assurément une bonne pratique à adopter. En fait, le but de cette manœuvre est de vous démontrer l'efficacité de la phrase de passe en comparaison avec le mot de passe. Si on ajoute à cette phrase de passe des chiffres et des symboles placés stratégiquement, entre les mots ou encore mieux, dans les mots, cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour le maliciel qui essaiera de percer votre mot de passe. Les stratégies d'attaque informatique utilisées par les hackers sont nombreuses. Dans cette vidéo, nous aborderons 2 des plus connues, mais surtout parmi les plus dangereuses, soit le rançongiciel et le hameçonnage. Un rançongiciel est un programme malveillant qui ralentit les ordinateurs et les serveurs sur lesquels il est installé et crypte les données qu'ils contiennent. Pour que les victimes puissent accéder de nouveau à leurs données, elles doivent verser un montant d'argent au cybercriminel à l'origine du délit, généralement en payant avec de la crypto-monnaie pour effacer tout indice pouvant permettre de retracer ces criminels. Les rançongiciels sont de plus en plus utilisés et personne n'est à l'abri de cette menace. En effet, ils ciblent autant les particuliers que les grandes organisations. Le hameçonnage est une technique courante par laquelle les cybercriminels se font passer pour le représentant d'une organisation fiable, dans le but d'inciter un grand nombre de destinataires à fournir de l'information les concernant. Il peut s'agir d'identifiants et de mots de passe, d'informations bancaires ou d'autres renseignements personnels. Le hameçonnage est une technique de piratage psychologique qui consiste essentiellement à rendre vulnérable la personne qui reçoit le courriel ou le texto. Les utilisateurs tombent dans le piège dès qu'ils ouvrent des pièces jointes malveillantes ou cliquent sur des liens intégrés. Voici des indices qui vous permettront d'identifier un courriel d'hameçonnage. Tout d'abord, vous remarquez la présence d'un lien douteux qui renvoie à un courriel inconnu. Soyez vigilant lorsque vous rencontrez des raccourcisseurs de liens tels que bit.ly.com ou bit.ly, goo.gl qui émet Google ou tinyurl.com. En cas de doute, ne cliquez jamais sur un tel lien. La suppression du message demeure la meilleure option à prendre. Dans un courriel, on peut supposer la présence d'une tentative d'hameçonnage en vérifiant les éléments suivants. Numéro 1, l'adresse courriel de l'expéditeur ne semble pas liée à l'organisation. Numéro 2, le sujet du courriel semble vous inciter à agir rapidement, en jouant sur votre sentiment d'insécurité. Numéro 3, la présence d'une image ou d'un logo censé vous sécuriser. Numéro 4, la présence d'une ou plusieurs erreurs de traduction ou de fautes d'orthographe. Numéro 5, la présence d'un lien à cliquer dont l'adresse ne correspond pas à celle de l'organisation ou de l'entreprise. On peut d'ailleurs vérifier cette information en pointant la souris sur le lien sans cliquer sur celui-ci. Numéro 6, l'utilisation d'un pseudonyme qui donne l'impression qu'une personne de haute instance vous écrit personnellement.
Le doute doit également s'installer lorsque l'adresse de l'expéditeur semble être douteuse. Comme nous le disions précédemment, en cas de doute, pointez la souris sur le lien connexion sans toutefois cliquer sur celui-ci. Vous verrez alors si l'adresse URL à laquelle il conduit est la même que celle de l'organisation qui vous a écrit le message. Méfiez-vous également des mauvaises traductions et des fautes d'orthographe. Cela dit, gardez en tête que les cybercriminels disposent maintenant d'excellentes ressources et sont capables d'envoyer des courriels exempts d'erreurs de traduction ou d'erreurs orthographiques et grammaticales. Par ailleurs, retenez que jamais une organisation, une entreprise, une institution bancaire ou une organisation gouvernementale ne vous demandera de confirmer vos données personnelles via un courriel. En cas de doute, rendez-vous directement sur le site Web de l'organisation en question. Vérifiez vos informations et contactez au besoin l'organisation sur laquelle vous vous êtes vous-même connecté, et non pas en utilisant le raccourci ou le lien suggéré dans le courriel. Voici deux exemples d'hameçonnage vous demandant d'accéder à votre compte via un lien hypertexte. Dans le premier cas, un message texte vous propose un remboursement du gouvernement. Dans le second, une entreprise très connue, dont vous utilisez fort probablement les services, vous informe d'un problème de paiement et vous propose de vous connecter afin de mettre à jour les données de votre carte de crédit. Aucune institution financière ou gouvernementale ne vous demandera de confirmer vos données personnelles, ni vous demandera de régler un compte à payer par courriel. En cas de doute, il est toujours préférable de se connecter à son compte en se rendant directement à l'adresse Web de l'organisation à partir de son navigateur pour y entrer son identifiant et son mot de passe. Méfiez-vous également des messages alarmants ou dont l'offre semble être trop belle pour être vraie. Jamais une institution financière ou gouvernementale n'utilisera d'adresse courriel pour vous faire un versement. Ceux-ci se feront par votre institution financière ou via un site sécurisé auquel vous accéderez vous-même sans cliquer sur un lien. Dans certains cas, les pirates informatiques joueront sur votre sentiment d'insécurité en prétendant vous écrire en provenance d'un site de confiance. Méfiez-vous également des courriels où on vous demande une action n'ayant jamais été sollicitée. Le doute est encore plus grand s'il provient d'une organisation, d'une institution ou d'une entreprise avec laquelle vous n'avez pas de lien. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, les cybercriminels sont malveillants et ils n'hésiteront pas à jouer avec vos émotions et vos sentiments afin de vous tenir dans un état d'insécurité ou d'excès de confiance. Leur stratégie reposera notamment sur la peur. Par exemple, vous êtes sous enquête pour fraude fiscale et vous devez appeler immédiatement pour éviter une arrestation ou une enquête criminelle. Les cybercriminels misent ainsi sur le stress et l'anxiété. L'ambition. Les cybercriminels profitent de la confiance et de l'ambition humaine pour convaincre leurs victimes qu'elles peuvent obtenir beaucoup en échange de peu. Un courriel d'arnaque bien rédigé demande aux victimes les informations de leur compte bancaire pour que les fonds soient transférés le jour même. La curiosité. Profitez de la curiosité humaine en tendant des pièges. La honte. On parle ici de chantage, de divulgation d'informations gênantes ou compromettantes. Ne pas contacter le soutien informatique par peur d'être jugé quand on fait une gaffe. La bienveillance. Les humains sont enclins à se faire mutuellement confiance et à s'entraider. C'est sur ce sentiment que joueront les cybercriminels dans leur tentative d'harponnage, par exemple. Enfin, l'urgence. On vous presse de répondre sans délai pour éviter le pire, en donnant par exemple vos informations bancaires. L'idée, c'est de ne pas vous laisser le temps de réfléchir avant d'agir. Si vous doutez de la légitimité d'un message électronique, ne contactez surtout pas l'expéditeur en utilisant votre ordinateur ou un autre appareil électronique, car si le compte est compromis, c'est le cybercriminel qui va le recevoir. Il est important de nous contacter par téléphone. Même chose si vous pensez avoir cliqué sur un lien qui n'est pas fiable ou si vous soupçonnez votre ordinateur d'être infecté. Nous préférons de loin prendre quelques minutes pour vérifier une fausse alarme que de mettre des heures à réparer une infection. En dehors des heures d'ouverture, votre message sera laissé sur notre boîte vocale et sera immédiatement transféré au directeur du service des ressources informatiques ou à l'analyste responsable du dossier du service des ressources informatiques. Comme vous l'avez constaté dans ce documentaire, les virus ne se limitent pas à endommager les fichiers et le système d'exploitation de l'ordinateur infecté. Ils peuvent se répandre sur le réseau en tentant d'infecter tous les ordinateurs connectés. Ils tentent d'infecter les serveurs. Ils essaient de transmettre des informations à l'attaquant. Ils peuvent crypter les données. Et enfin, ils peuvent rester en dormance sans qu'on ne soupçonne quoi que ce soit pendant des semaines. Cependant, lorsqu'ils s'activent,
Leurs auteurs peuvent demander des rançons ou faire du chantage. Devant le sérieux de la menace, nous préférons ne prendre aucune chance. Lorsque vous nous appelez, votre ordinateur est présumé infecté jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qui se passe en coulisses quand un utilisateur clique sur un lien? L'escouade virus s'est déployée. Ce sont 10 techniciens analystes qui se mettent alors en action, chacun ayant son rôle. Nous bloquons le compte de l'utilisateur et son ordinateur. L'ordinateur est débranché et l'équipe de soutien va le chercher. Nous effectuons diverses analyses, vérifications et blocages. Nous réinitialisons votre mot de passe et malheureusement, nous devons également effacer et reformater le disque dur de votre ordinateur sans copie de sauvegarde. Vous comprendrez que faire une copie de sauvegarde, c'est également risquer de recopier le maliciel. Bref, nous réquisitionnons le travail d'une dizaine de personnes pendant plusieurs heures, y compris la personne qui perd son ordinateur et ses accès. Cela peut représenter plus d'une journée en perte de productivité. Cependant, tout ce branle-bas de combat, ce n'est rien comparé à l'impact que pourraient avoir les conséquences d'une attaque qui n'est pas contrecarrée à temps. D'autres centres de services scolaires près de chez nous ont été paralysés pendant des jours, voire des semaines, suite à un clic dans un courriel malveillant. Bref, n'ayez pas peur ni honte de contacter le soutien informatique si vous pensez avoir fait une action risquée. Le plan de sécurité nous oblige à couper l'accès à tous nos périphériques de stockage, clés USB, disques durs externes, lecteurs CD-DVD externes, carte mémoire connectée sur les différents ports de l'ordinateur, etc. Évidemment, cette coupure n'affectera pas l'utilisation de votre souris USB, votre clavier USB, votre webcam, votre imprimante, avec ou sans fil. Tous ces périphériques continueront à fonctionner normalement. Projet par phase. En avril 2021, nous avons lancé un sondage afin de cibler les besoins des écoles en matière de stockage de données. Depuis l'année dernière, nous nous affairons à développer notre nouvelle plateforme Examen CSSBF afin de pallier le besoin des enseignants en matière d'évaluation numérique. C'est un produit qui fait beaucoup plus que remplacer la clé USB. Ses nombreuses fonctions et ses contrôles permettent à l'enseignant une expérience d'évaluation numérique très satisfaisante. La plateforme a été officiellement déployée dans les écoles primaires et secondaires le 17 septembre 2021. Dans une prochaine phase, il a été prévu de la rendre disponible pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. D'ailleurs, la formation avance très bien. Tous les enseignants réapo, les orthopédagogues, les secrétaires responsables en évaluation, ainsi que plusieurs équipes d'enseignants ont déjà été formés. Les commentaires des utilisateurs sont très positifs et on monitore et améliore ce logiciel au fur et à mesure de son utilisation. Bientôt, de nouvelles fonctions seront offertes afin de simplifier l'expérience de création et de gestion des examens. Nous avons également solidifié notre accès Internet et amélioré les performances de notre réseau. Pour le moment, la date de la coupure des périphériques de stockage n'a pas été annoncée. Lorsque nous serons certains que nous pourrons rendre le service sans problème à la satisfaction des utilisateurs, nous vous reviendrons avec une date ferme. Notre souhait est de procéder à cette transition au début de l'année 2022. Nous avons également mené une vaste campagne de faux courriels d'hameçonnage afin d'identifier les vulnérabilités parmi nos utilisateurs. 704 personnes ont reçu un faux courriel leur demandant de se connecter sur leur compte Netflix. Parmi eux, 40 ont cliqué sur le lien d'hameçonnage. Parmi ces 40 personnes, 24 se sont limitées à cliquer sur le lien et 16 ont entré leurs informations de connexion, identifiants et mots de passe. 716 utilisateurs ont reçu un faux courriel leur demandant de se connecter sur leur compte Amazon. Parmi eux, 125 ont cliqué sur le lien d'hameçonnage. Parmi ces 125 personnes, 79 se sont limitées à cliquer sur le lien et 46 ont entré leurs informations de connexion. 1133 utilisateurs ont reçu un faux courriel leur demandant de se connecter sur leur compte Microsoft Teams. Parmi eux, 130 se sont limités à cliquer sur le lien et 255 ont entré leurs informations de connexion. Le clic représente déjà un danger en soi, mais entrer ces données de connexion, notamment dans le cas de Microsoft Teams, c'est offrir aux pirates informatiques une porte d'entrée en franchissant ici 3 de nos 5 mesures de sécurité. Au mois de décembre dernier, des affiches de sensibilisation ont été envoyées dans les écoles afin de conscientiser les utilisateurs à la cybersécurité. Le public visé sont les employés, mais également les élèves de notre centre de service scolaire, en particulier les adolescents. Pour terminer, testons nos connaissances sur la cybersécurité. Sur cette image, 9 éléments constituent des risques au niveau de la cybersécurité.
Saurez-vous les trouver? Mettez la vidéo sur pause et tentez de relever le défi. Numéro 1. Utilisez un réseau public pour accéder au réseau de l'employeur. Les réseaux Wi-Fi publics sont aussi prisés par les pirates que par les utilisateurs. Souvent, ils n'exigent aucune authentification pour établir une connexion. Les pirates profitent donc d'un accès gratuit à des appareils non sécurisés connectés au même réseau. Les cybercriminels peuvent alors pirater le système et se positionner pour intercepter les informations des appareils connectés. Lorsqu'un utilisateur envoie ces données, elles sont également envoyées aux pirates informatiques. Numéro 2. Laissez vos mots de passe à la vue des gens. La quantité de mots de passe que nous devons retenir est en constante augmentation. Plusieurs peuvent donner accès à des informations critiques. Les écrire sur un support papier devient tentant, mais représente un grand risque de sécurité. Des solutions existent, comme l'utilisation de phrases faciles à retenir, des phrases de passe, ou l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe qui permet un stockage sécuritaire en cryptant les données. Numéro 3. Ne pas verrouiller la session de votre ordinateur lorsque vous vous absentez. Laisser une session déverrouillée n'est jamais sans risque, que ce soit en télétravail ou au bureau. Par exemple, dans votre domicile, vous n'êtes pas à l'abri d'actions d'enfants, de visiteuses et de visiteurs, d'animaux domestiques et, au pire cas, de voleurs. Numéro 4. Laissez un document confidentiel à la vue sur l'imprimante. Numéro 5. Jetez un document contenant des informations confidentielles dans un bac de recyclage ou à la poubelle. Numéro 6. Branchez un disque dur personnel ou une clé USB sur votre ordinateur professionnel. Il ne faut pas configurer ni installer de logiciels et de matériel informatique destinés à une utilisation personnelle sur votre ordinateur de travail. Utilisez uniquement des périphériques fournis ou approuvés par l'organisme. Les appareils tels que les clés USB et les disques durs sont exposés à plusieurs menaces. D'une part, il est facile de les perdre. D'autre part, ils peuvent aussi contenir des programmes malveillants, par exemple si leur propriétaire a fait un téléchargement à partir d'un site infecté. Numéro 7. Utilisez votre courriel professionnel à des fins personnelles. Vous devrez réserver votre poste de travail à un usage strictement professionnel. Il faut agir avec discernement et prudence lors de l'utilisation de l'adresse courriel gouvernementale. Trouver des adresses gouvernementales n'est pas complexe. Il est donc tentant pour les pirates de les utiliser dans leurs attaques d'hameçonnage. Si le destinataire a l'habitude de recevoir des courriels sans lien direct avec le travail, il peut plus facilement tomber dans le piège des malfaiteurs et, ainsi, leur ouvrir la porte. Numéro 8. Utilisez une clé USB dont on ne connaît pas le propriétaire. Une clé USB dont vous ne connaissez pas la provenance ne devrait jamais être insérée dans un ordinateur. Et enfin, au numéro 9, cliquez sur un code QR dont on ne connaît pas la provenance. Un code QR dont vous ne connaissez pas la provenance ne devrait jamais être lu par votre ordinateur ou votre appareil électronique. Alors, combien d'erreurs avez-vous réussi à trouver? En conclusion, dotez-vous d'un mot de passe fort ou, idéalement, d'une phrase de passe dotée de numéros et de symboles. Ne laissez pas votre mot de passe accessible physiquement, par exemple sur un post-it en dessous du clavier ou dans un tiroir, ou virtuellement, par exemple dans un fichier Word, Excel ou OneNote. Utilisez des mots de passe différents pour chaque site, plateforme, logiciel, application sur lesquels vous vous connectez. Gardez votre appareil verrouillé à l'aide d'un mot de passe ou en utilisant des données biométriques, par exemple Face ID ou l'empreinte digitale. Autant que possible, évitez d'utiliser les réseaux publics gratuits. Lorsque vous le faites, assurez-vous d'utiliser un réseau sécurisé avec mot de passe et assurez-vous que le nom du réseau soit celui fourni par l'entreprise. Évitez d'ouvrir les courriels et surtout les liens qui présentent un aspect frauduleux. Ne transmettez jamais d'informations sensibles par courriel, par exemple des mots de passe, votre numéro d'assurance sociale ou vos numéros de compte bancaire. Et enfin, évitez d'insérer dans votre ordinateur des clés USB ou de cliquer sur des liens ou des codes QR dont vous ne connaissez pas la provenance. En terminant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service des ressources informatiques. Ici Daniel Lambert-Comeau, conseiller pédagogique en intégration numérique pour le Centre de services scolaires des Bois-Francs, qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.